Si vous aviez vu comme moi The Matrix Reloaded au cinéma, vous avez sûrement dû avoir cette réaction d'effroi devant le cliffhanger de la fin du film, en sachant que vous alliez devoir attendre plusieurs mois avant de voir la suite, le fameux The Matrix Revolutions. Alors bien ou pas? Après nous avoir accrochés pendant 2 films, ce 3e film a la lourde tâche de terminer cette saga de la meilleure des façons qui soit. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt réussi si vous êtes fan de la grosse sci-fi des familles. Après avoir joué avec le film d'arts martiaux dans le 1 pour aller vers le film d'infiltration dans le 2e, ce 3e opus nous propose un mix entre film de guerre et combat de super-héros façon Dragon Ball Z, tout en continuant le développement du personnage de Neo et de sa connexion avec les machines. Tout ce développement est plutôt intéressant, même si par moments c'est quand même vachement nébuleux et peut carrément nous perdre, surtout la manière dont le tout se termine entre le protagoniste et sa némésis. Bien sûr, dans un monde virtuel, quoi de mieux comme adversaire pour un héros tel que Neo, le joueur suprême, un programme qui phagocyte non pas l'algorithme de YouTube, mais les autres programmes, un virus quoi. Tout ça est assez logique au final. De plus, comme Neo ne peut pas exister sans la matrice, Smith ne peut pas exister sans Neo, tout comme le méchant ne peut pas exister sans le héros. Cette interconnexion est utilisée jusqu'au bout dans l'histoire, vraiment bien. Aussi, le changement de genre de l'histoire pour passer à de la pure science-fiction vers la moitié du film pourrait perdre ceux qui aimaient bien le côté kung-fu paf-paf des 2 premiers. Mais cela n'enlève rien à l'histoire puisque c'est la suite logique, le but étant de régler un problème dans le monde réel. Bien sûr, le film garde son côté iconique et le transpose dans le monde réel avec des scènes et des plans qui marquent, comme la bataille de Sion. Malgré que le film date de 2003, les effets visuels sont dans l'ensemble toujours autant dingues, mêlant maquettes et images de synthèse. La scène de bataille de Sion est juste dantesque. À chaque fois que je la vois, j'ai des frissons de fou tellement la bataille est parsemée de petites scènes iconiques, comme l'arrivée des sentinelles où l'on ne voit que leurs petits yeux éclairés dans la pénombre, ou encore la main qu'elles forment tout ensemble pour contre-attaquer, un peu comme la main du dieu machine qui vient punir les récalcitrants. Le fameux dieu des machines qui vit dans la ville des machines. D'ailleurs, celui-ci s'appelle Deus Ex Machina, qui veut littéralement dire Dieu sorti de la machine, une espèce d'intelligence supérieure. Mais dans un scénario, pour ceux qui l'ignorent, un Deus Ex Machina est le nom que l'on donne à un personnage ou à un événement qui vient aider le héros de manière arbitraire ou improbable pour le sortir de la mouise. J'ai trouvé ça très cool. La vision qu'a Neo de cette ville fait directement penser au paradis car cette scène est parsemée de références aux anges et à Dieu en lui-même. Ce personnage du Deus Ex Machina vient renforcer le côté symbolique et religieux de l'histoire en venant rejoindre l'architecte et l'oracle qui représentent à eux deux le yin et le yang de la matrice, que l'on pourrait ramener à Vishnu et Shiva dans la religion hindoue, avec l'un qui crée et l'autre qui détruit. Et le Deus Ex Machina serait quant à lui Brahma, le dieu des dieux, maître de la matrice et de la ville des machines. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais je trouvais ça plutôt cool comme théorie. Le principe de la ville des machines est très intéressant aussi dans la symbolique du film, car nous avons des machines qui vivent sur le dos des humains qui eux ignorent tout de leur sort. C'est un thème assez usité en science-fiction, avec une ville splendide et riche qui vit sur le dos des quartiers ou villages les plus pauvres, comme dans Hunger Games ou Soleil Vert par exemple. Mais aussi pendant la période médiévale, voire encore maintenant avec certains gouvernements et leurs peuples, ou les pays riches qui profitent du travail des pays pauvres et ainsi de suite. Nous pouvons facilement faire le rapprochement avec l'esclavage, un thème récurrent de la saga, mais surtout nous pouvons aisément faire le rapprochement avec le gros thème des Matrix, le virtuel en lui-même, une forme d'esclavage volontaire où les joueurs vivant dans ce monde apportent de la richesse à ceux qui l'ont créé. Le parallèle avec le monde d'Internet est tout trouvé avec, comme je disais dans ma critique du premier film, un parallèle facile avec les réseaux sociaux, mais encore plus avec la prochaine grosse technologie à venir, le métaverse, où les personnes seront quasiment dans la position des humains du film, en apportant de la richesse aux personnes qui ont créé ce monde virtuel en échange d'une bonne expérience. C'est fou à quel point ce film reste d'actualité et à mon avis restera encore d'actualité pendant des décennies avec le développement d'univers virtuels de plus en plus immersifs jusqu'à un ersatz de la matrice avec une connexion neuronale dans un monde virtuel plus vrai que nature où les gens ne pourront plus faire le distinguo entre la réalité et ce monde numérique. Bien sûr, la trilogie des Matrix n'a rien inventé par rapport au virtuel. La littérature de science-fiction et les mangas sont bourrés d'histoires mêlant réel et virtuel, mais c'est un des premiers films occidentaux à aller aussi loin dans son délire de mélange de genres et son jusqu'au boutisme dans le développement de son univers. Je l'adore pour ça. De plus, il existe les Animatrix, une série de courts-métrages d'anthologie qui permettent de faire durer un peu plus le plaisir de continuer à découvrir cet univers. Bref, je vous le conseille si vous aimez les gros mechas bien lourds qui dégomment de la sentinelle à l'appel, ou que vous aimez bien Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul.